Oui, je suis de la police, la criminelle. Bonsoir mes consoeurs et mes confrères, c'est l'inspecteur Tchernobyl. Et aujourd'hui on va étudier un peu le cas de cette maison dans l'Essonne de ce couple qui avait sa propriété squattée. Ça avait pas mal fait le tour des médias mais quelques détails nous avaient échappé. Depuis on a appris qu'il y a eu certaines révélations assez intéressantes, assez croustillantes. Alors, si j'avais su ce qui allait se passer par la suite... Et j'ai décidé de mener ma petite enquête car je suis l'inspecteur Tchernobyl, le meilleur des inspecteurs. Et vous regardez Enquête secrète, asseyez-vous, mangez votre petit popcorn. C'est parti. Inspector Chernobyl, where are you? We got some work to do now. Inspector Chernobyl, where are you? We need some help from you now. C'est donc il y a une semaine que le Parisien nous parlait donc d'Élodie et Laurent, ce couple qui avait acheté une maison à Olainville, en Essonne. Je suis propriétaire, Fouini est propriétaire. En mai dernier du coup, alors qu'ils devaient emménager et qu'ils ont eu la mauvaise surprise de constater qu'elle était squattée. C'était pas de mettre en colère. Par une famille, et c'est une famille avec enfants. Ils prétendent alors avoir engagé une longue procédure pour la récupérer. Ils avaient aussi fait une vidéo où ils se présentaient devant la maison avec des clés qui ne servaient à rien. C'est marrant. Parce que celles-ci étaient squattées et qu'ils ne pouvaient pas rentrer. C'est les clés, enfin ce qui sert de clé puisque ça sert à rien, tout a été changé, ça a été forfait, ils ont changé les serrures, donc... T'es Tom, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça. C'est mon premier jour ici, déjà tu me donnes pas l'heure? Ils vont passer devant BFM TV, devant CNews. On va pas avoir les moyens en fait de payer et mon crédit et mon loyer. Ça va devenir compliqué, il y a un moment où c'est moi qui vais me finir carrément à la rue. Ces histoires ne sont que des sottises. Darmanin avait même tweeté, ce qui est la plus belle des consécrations. Et sur TPMP, touche pas à mon PMU, avec Cyril Hanouna et sa brochette de vainqueur qui servent au PNJ à avoir une opinion. Et là on a un problème, déjà tout le monde va prendre pour argent comptant cette histoire, sans contradiction et sans enquête. Vous me direz, c'est pas tellement à faire avancer le niveau critique et intellectuel de la France que sert cette émission. C'est le feu partout, ils mettent des igloos de ouf, tu sais, et là tu suis Tommy, vas-y, oui, c'est papa. Mais vous fumez, monsieur. Tu la vends combien 100 cette culotte? euros. 100 balles la culotte? Oui, 100 balles. Tu m'en mets 8. Non mais Ruby, est-ce que t'as déjà vendu des culottes? Est-ce que t'as déjà vendu des culottes? Pas mal, non. C'est français. Mais je suis mauvaise langue, écoutons ce qu'un expert a à nous dire sur la crise du logement. Vous savez, cette crise qui a eu lieu là, à l'époque de l'abbé Pierre, il y a longtemps. Reprenons quand même la généalogie des choses. Pourquoi est-ce que cette loi était préservée énormément de locataires? Rappelons-nous de l'hiver 54 avec l'abbé Pierre qui a créé les compagnons d'Emmaüs. À l'époque, les gens se retrouvaient dans une très grande précarité. Il y avait une crise du logement qui était terrible. Les gens travaillaient et dormaient dans la rue. Et donc, tout à fait légitimement, on a protégé au maximum le locataire qui pouvait à un moment donné se retrouver à ne pas payer son loyer, etc. Et donc on a voulu à l'époque préserver des gens honnêtes qui se retrouvaient dans une très grande précarité. C'était pertinent. Au fil du temps, les choses ont évolué. C'est les gens d'une très grande précarité, etc. Bon, il en existe encore, c'est certain, mais il y a également aujourd'hui des gens d'une très grande malhonnêteté. Ah bon? Et ça commence bien, puisqu'après nous avoir expliqué que le droit au logement français n'est plus d'actualité, on mélange ici usurpateur et personne précaire. Ensuite, on va se servir de cette affaire comme réquisitoire contre les squatteurs de manière générale, et la loi Dallot sur laquelle chacun invente ce qu'il veut, mais qu'en fait personne n'a lu. Or, c'est oublier que le squat est aussi un moyen pour des milliers de SDF de survivre, généralement dans des bâtiments publics ou privés à l'abandon, parfois laissés vides juste pour la spéculation immobilière. Et pour toi qui rage déjà en commentaire, non, je ne les défends pas, ça s'appelle juste vivre dans la réalité quotidienne de la France actuelle. Cette confusion entre squatteurs et usurpateurs est délibérément entretenue dans les médias par les lobbies de bailleurs et de spéculateurs. C'était sûr en fait. Alors bien sûr, les démarches pour expulser des escrocs qui ont pris possession de votre logement peuvent être extrêmement difficiles, mais par contre rien dans la loi Dallot n'indique que quelqu'un qui vient chez vous devient le propriétaire au bout de 48 heures ou même au bout de rien du tout. Comme l'explique le dossier familial, il n'y a pas de délai légal pour faire constater une effraction. Et quand nous sommes dans le cadre d'une violation de domicile et que le flagrant délit est constaté, nous pouvons évacuer les lieux tout de suite. Alors bien sûr, il y a des choses à revoir dans cette loi. Le problème étant que ceux qui veulent la modifier en utilisant les polémiques dans les médias le veulent généralement, surtout au service des spéculateurs.
Évidemment, cette émission ne va parler que du cas de petits propriétaires avec lesquels on est tous solidaires et qui sont le public de l'émission, mais n'abordera jamais celui des grandes fortunes qui possèdent des dizaines de logements vacants ou ceux qui s'en servent pour la spéculation immobilière, pour s'enrichir ou pour faire localement grimper les prix de l'immobilier. Et c'est débile de mettre sur le même plan des voyous qui vont voler le logement d'un petit vieux par exemple, et des personnes qui vont réquisitionner temporairement une piscine abandonnée pour en faire un hôtel de la rue par exemple. Je pénètre la schneck de ta sœur, je suis le maître nageur. D'ailleurs, pendant le mouvement des Gilets jaunes, de nombreuses maisons du peuple ont ouvert dans des bâtiments vides réquisitionnés par les manifestants. Un peu justement des vestes jaunes. Vous avez entendu parler de ça? Certains squats dans des espaces publics, comme les squats d'artistes par exemple, arrivent parfois même à obtenir des partenariats avec les mairies. Alors pourquoi on parle de tout ça? Eh bien parce que Laurent, il a fait une vidéo avec un candidat de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et puis soudain ça arrive. Bien sûr, je ne lui prête aucune intention politicienne, ce n'est pas mon genre. Mais par contre c'est très intéressant parce que ce candidat de Reconquête, il nous dit qu'il y a des associations qui soutiennent les squatteurs, que c'est scandaleux, que c'est terrible. Quelle indignité. Et vous avez dans cette histoire, ce qui est quand même assez incroyable, des associations de soutien des squatteurs, de défense des squatteurs, donc des gens qui sont dans l'illégalité. Et pour moi, ces associations, elles ne devraient pas recevoir ne serait-ce qu'un centime d'argent public, donc nos impôts. Alors on se demande quelle association a soutenu le cas échéant les squatteurs ici, hein. Bah, si vous avez des pistes, envoyez-moi. On va donc faire un défi squat pendant une petite quinzaine de minutes du squat non-stop, je sais que vous aimez ça. Mais cet argument, c'est pas la première fois qu'il revient, déjà dans TPMP, on l'a entendu. On est dans un monde de tellement de mensonges, de manipulations, etc., qu'on peut très bien avoir demain une association qui vienne demain devant la maison s'enchaîner en disant vous ne les expulserez pas parce qu'il y a 4 enfants et un chien, je crois en plus. Il y a des associations dont c'est le quotidien. Hein, Alors les méchantes associations qui défendent les terribles criminels de squatteurs, moi j'ai une petite idée de ce que ça pourrait être. Il y en a une qui est assez connue et c'est le droit au logement. Alors on va un peu regarder ce qu'ils disent et comment ils se positionnent. Voilà ce qu'on peut lire. Existant depuis 30 ans, DAL a occupé et soutenu l'occupation de nombreux biens vacants de grands propriétaires privés ou institutionnels, par des personnes confrontées à la crise du logement. Si l'association n'occupe pas de biens vacants de petits propriétaires, bah dis donc, c'est bizarre. Très bizarre. Cette association, elle fait la différence entre le squat de bâtiments publics ou institutionnels abandonnés et de grands multipropriétaires possédant des dizaines de logements à des fins spéculatives, et les petits propriétaires comme Laurent et Elodie. Bien sûr, je peux comprendre que certains trouvent tout autant inconcevable la réquisition de biens vides de grands propriétaires privés, si vous êtes des extrémistes du libre marché, et il s'agit du point de vue du DAL seulement. Mais en fait, on se rend compte que même le gouvernement français fait ça, et a réquisitionné les biens d'une 60aine de millionnaires russes, donc bah ça a pas l'air bien compliqué. Vous aussi vous êtes une pute. Ah non. Ah non. Rappelons qu'en France, 300 000 SDF dorment à la rue, 623 sont morts en 2021, dont une dizaine étaient enfants, 1 million de personnes n'ont pas de logement personnel, et 4 millions sont mal logés. Ce que tous les vautours qui ont fait le buzz sur cette polémique ne rappelleront jamais évidemment. En fait, l'histoire de ces deux malheureux acheteurs va surtout servir aux médias dominants à attaquer les associations de droit au logement, faire l'amalgame avec les squatteurs de l'eau Covid, demander à renforcer des lois anti-squat qui servent en fait bien plus les méga entreprises et les grands spéculateurs que les petits propriétaires, car leurs intérêts sont plus importants pour les politiciens, et ce pour criminaliser les personnes qui se battent au quotidien contre le danger mortel de la rue. Alors moi je suis Edson, hein, voilà, je suis un squatteur, mais moi je squatte pas les gens comme vous, madame. Moi, les bâtiments que j'ouvre, parce que ce sont des grands bâtiments, ce ne sont pas des appartements, et que j'assume sous mon nom, sous ma responsabilité personnelle, parce que je suis poursuivi en justice pour ce que je fais, bien évidemment, ce sont des bâtiments qui appartiennent au gouvernement, qui appartiennent à l'État. Juillet 2019, j'ai ouvert le plus grand bâtiment de l'Est, un bâtiment de 2000 m² qui a permis de loger plus de 2000 personnes en 2 ans, avec des règles. Moi, mes squats, pas d'alcool, pas de drogue, pas de sexisme, pas de violence, agent de sécurité, on monte une association, il y a un projet. Vous allez me dire, Elodie et Laurent, ils y sont pour rien dans cet emballement médiatique. Eux, ils sont juste victimes dans l'histoire. Ils sont victimes d'une famille de voyous. Oui, mais c'est pas si simple. La famille qualifiée de squatter prétend elle-même avoir acheté le bien 110 000 € en liquide. Ils étaient persuadés d'être les vrais propriétaires et avaient scolarisé leurs enfants dans la commune. Ils ont déposé plainte pour escroquerie fin mai et ont présenté un récépissé à la justice. Du coup, escroc ou victime, moi je ne sais pas, mais ça ne me paraît pas aussi binaire que ce qu'on nous a présenté. Maintenant, qui leur a vendu la maison ? Qui ? Je pose la question. Qui ? Mais qui ?
Et c'est là que ça devient marrant. En fait, le couple était au courant depuis le début que leur appartement était squatté, et ils l'ont choisi pour ça. Les squatteurs ici étaient un cadeau. En fait, il a payé concrètement par rapport au prix du marché 100 000 euros de moins. 140 000 ou 240 000. Il faisait passer la maison de 240 000 euros à 140 000 euros. Ce n'était donc pas un problème, mais une aubaine pour Laurent et Elodie, qui ont gagné 100 000 euros grâce à eux. Et ont manipulé la compassion des Français pour obtenir encore plus rapidement le bien acheté. Bien acheté qu'ils auraient de toute façon perçu dans tous les cas, puisque cela faisait partie du contrat avec l'agence immobilière. Coucou les amis, aujourd'hui toujours au rendez-vous à Arpajon, à l'office notarial, pour une vente un petit peu particulière. C'est la première fois que je fais une vente sans remettre de clé. Ça par exemple. Donc l'acquéreur peut témoigner, il n'y a pas eu de clé. C'est très bizarre. Pas de clé, juste voilà. L'attestation. Juste l'attestation. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de clé? Parce que parfois on peut avoir des ventes un peu particulières, et là en l'occurrence le bien était déjà occupé. Je me sens sodomisé. Je me sens sali. Il va falloir faire partir entre guillemets les personnes qui sont dedans, récupérer le bien puis refaire toutes les clés. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de clé. Est-ce que tout s'est bien passé du coup? Non. Très bien. Bon bah super. À la prochaine pour des nouvelles aventures. Faut que je prenne une douche après avoir écouté. Sachez que dans les affaires en immobilier, ça se fait très souvent. Acheter des biens squattés, ça se fait. Ah ouais. C'est un business model. C'est-à-dire que il y a des gens dont c'est le travail qui font que ça, ils achètent des biens squattés et ils ont une équipe de juristes et ils s'occupent de le porter, ça veut dire de payer le crédit en attendant que les squatteurs partent et voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a encore plus croustillant. En fait, on a découvert le 14 juin que Laurent et Elodie sont très défavorablement connus de la justice. Ils sont tous les deux mis en examen depuis le 22 octobre 2021 pour trafic de stupéfiants, détention illicite d'armes de catégorie B et C et participation à une association de malfaiteurs. Exact. En vue de la préparation d'un délit. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Alors l'histoire ne nous dit pas si le délit c'était d'ouvrir un squat, mais avouez que ce serait cocasse. Sous contrôle judiciaire, Laurent reconnaîtra même sur TPMP être passé plusieurs fois par la prison. Ironie du vieux Socrate. Entre-temps, la famille qui squattait et leurs enfants se sont fait agresser physiquement, puis au gaz lacrymogène alors qu'ils déménageaient justement de l'appartement. Alors, est-ce que des enfants avaient envie d'être gazés par des fanzous éclairés qui se prenaient pour des super-héros du camp du bien? C'est une question qu'on ne répondra pas ici. Elle a été relogée par la préfecture et porte plainte pour agression et escroquerie car elle affirme avoir versé de l'argent à un intermédiaire pour être logée dans cette maison. Il n'y a rien qui va. Ils font des histoires de corne-cul, comme on dit. Alors, c'est bien beau de dire que rien ne va dans cette histoire, après avoir diffusé à toute la France la version non vérifiée d'un seul camp, et avoir jeté en pâture à ses téléspectateurs une famille et ses enfants. Que des hypocrites. Au moins, ils s'en rendent compte, même si je doute qu'ils se remettent beaucoup en question. Et donc on a Babar le rhinocéros qui a été l'un des premiers à montrer l'imposture qui nous explique l'histoire a été reprise telle quelle par Gérard Darmanin pour fustiger les squatteurs et dessiner les lignes d'une loi anti-squat qui ferait le bonheur des spéculateurs immobiliers qui laissent leur logement vide. En France, on a 3 millions de logements vides et 300 000 SDF. Tout cela paraît assez inexplicable. On comprend un peu mieux cette histoire qui ressemble de plus en plus à une affaire de magouille entre amis, propulsée par les médias dans des intérêts politiques. Ça va pas, quoi. En effet, jamais les médias ne vont parler du problème national des logements vides, et on en a une petite explication sur le site du droit au logement. 3,1 millions de logements vacants, un haut historique, une politique délibérée. Chaque année, leur nombre bat des records. En 2010, l'INSEE recensait 2,1 millions de logements vacants. Comment ça se fait, y a personne là? En 2021, elle en compte 3,1 millions, soit 1 million de plus en 10 ans, soit 100 000 de plus chaque année. Ça fait beaucoup là, non? Les différentes origines de la vacance sont identifiées. En dehors des logements en cours de location ou de vente, la vacance est produite par un calcul spéculatif, par la négligence ou par l'incapacité à gérer ses propres biens immobiliers. 1,55 million sont vacants depuis plus d'un an, 700 000 logements depuis plus de 4 ans. En zone tendue, 228 000 logements étaient vacants depuis 2 ans et plus, 560 000 sont vacants dans les 50 plus grandes villes, dont 117 000 à Paris. Mais enfin, ça va pas! Au final, Laurent aura pu venir 3 fois dans TPMP pour justifier leur version des faits, même après la découverte de l'imposture. En revanche, la famille qualifiée de squatter n'a jamais été invitée, et c'est dommage, car que ce soit des victimes ou des escrocs, on aurait bien aimé avoir les deux versions des faits. Cette enquête se termine, vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup plus d'informations sur le sujet, mais ça peut toujours évoluer vu les retournements de situation qu'on a eu jusqu'ici. Soutien à tous ceux qui se sont fait voler leur logement sans le choisir, et force à ceux qui sont à la rue. C'était l'inspecteur Tchernobyl, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures croustillantes.